Interview avec Maître Fathiou Ousmane, avocat au barreau de Dijon sur l'affaire Steve Amoussou. Voici quelques extraits. L'intégralité de l'interview suit. Lorsque vous êtes enlevé, lorsque vous êtes privé de votre liberté, lorsque cet enlèvement est crapuleux, lorsque cet enlèvement n'est justifié par aucun motif juridique, judiciaire ou de nature juridique, eh bien ceux qui se rendent bénéficiaires de cet enlèvement, c'est-à-dire le procureur spécial près la Criette, l'État béninois, sont de facto des receleurs d'un crime. Le crime d'enlèvement est puni tant au Togo qu'au Bénin. C'est ce qui explique que les autorités togolaises aient émis des mandats d'arrêt à l'international contre les personnes nommément citées dans leur communiqué, ce qui veut dire que découlant d'un recel de crimes, la procédure pénale engagée à l'encontre de Steve Amoussou est de légué et de facto nulle et non avenue, elle est irrégulière. La suite logique des choses, c'est que Steve Amoussou, non seulement doit être mis en liberté, libéré, mais en plus, l'État béninois doit lui verser une juste indemnisation et une juste réparation des préjudices qu'il a subis à la fois de cet enlèvement crapuleux, mais également d'une détention qui est devenue illégale, injustifiée et arbitraire. Jules Jossou, pour aller jusqu'au bout de la logique, l'officier qui a réceptionné Steve Amoussou, son supérieur, le commissaire, le directeur de la police républicaine et toute la chaîne, toute la hiérarchie doit être démise de ses fonctions dès lors qu'ils se rendent aujourd'hui les auteurs d'un recel de crimes. C'est extrêmement grave. Et avec cela, la Criette va mener un procès et nous faire croire, à vous, à moi, aux Béninois, que la justice béninoise est indépendante. Personne n'y croit. Un grand désarroi, Jules Jossou, et une grande tristesse parce que la fonction première de la République et d'un État, c'est d'abord de protéger ses citoyens. C'est de faire en sorte que partout où ils se trouvent, sur le plan national ou à l'extérieur, les citoyens béninois soient à l'abri de l'arbitraire et soient à l'abri de l'arbitraire commis par d'autres États ou d'autres individus, mais surtout soient protégés par leur propre État. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation où, comme on l'a pu le voir récemment, les concitoyens ne sont plus à l'abri ni sur le plan national, encore moins sur le plan international, ça questionne sur ce qu'est devenu le Bénin depuis 2016 et ça questionne surtout sur la volonté qui est celle qui a été affichée depuis plusieurs années concernant ce régime qui a décidé avec une constance, une détermination qui est assez surprenante, de pourchasser les citoyens quels qu'ils soient et pour les raisons les plus inappropriées, les plus surprenantes. J'ai appris comme vous par votre biais d'ailleurs, puisque vous avez organisé une émission en direct avec plusieurs intervenants de qualité. J'ai appris comme vous l'arrestation, non pas l'arrestation, pardon, le kidnapping, l'enlèvement d'un concitoyen qui était réfugié au Togo depuis plusieurs années par non pas des forces républicaines du Bénin, mais par des barbouzes, par des gens qui ont été manifestement mandatés pour commettre un tel acte en territoire, tenez-vous bien, en territoire étranger. Au-delà de ce que le Togo a pu se sentir agressé par cet enlèvement, c'est la conception de la liberté, c'est la conception des libertés de ce pouvoir que cet acte ignoble, cet acte horrible inspire. Il n'y a plus de respect pour rien, il n'y a plus de respect pour la procédure, il n'y a plus de respect pour les droits de la défense, il n'y a plus de respect pour la personne humaine, et il y a encore moins de respect pour les droits et notamment la souveraineté de l'État togolais et d'un État voisin avec lequel nous entretenons des relations séculaires, des relations historiques, culturelles, familiales pour certains. Et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris cela, mais
Est-ce que ça peut nous étonner, Jules Jossou, quand on sait que Rekia Madougou d'abord a été kidnappé dans les mêmes conditions sur un pont et que le professeur Frédéric Joël Aïvo a également été kidnappé dans les mêmes conditions? Rien de cela ne nous étonne, ça nous attriste, mais ça ne nous surprend pas. Cette situation signe et montre encore une fois que nous sommes face à un régime pour lequel les droits de l'homme, pour lequel les principes élémentaires de la procédure pénale et des droits de la défense ne sont que des choses tout à fait négligeables et que seuls comptent leurs intérêts et l'opportunité d'une situation. Et si vous le souhaitez, on pourra en débattre. Mais cette situation m'attriste et m'attriste d'autant plus qu'elle met en exergue le fait que notre pays est devenu aujourd'hui un état de non-droit, un état d'exception, où on peut tout se permettre sur le plan domestique et encore plus, et ça c'est encore plus grave, sur le plan international. Alors, c'est assez intéressant parce que, comme vous le voyez, l'enlèvement, le kidnapping a eu lieu le 12 août 2024. Les autorités togolaises ont attendu quasiment 3 semaines avant d'agir. Elles ont interpellé 2 personnes sur le plan local, c'est-à-dire une béninoise et un Togolais, et leurs premières investigations ont permis d'identifier les 4 auteurs de cet enlèvement, 4 auteurs béninois, dont 3 ont été nommément cités par le procureur de la République de Lomé lorsqu'il a diffusé ce communiqué de presse qui a fait le tour du monde et qui a encore une fois de plus pointé le Bénin comme un État agresseur, comme un État ne respectant aucun droit, comme un État qui est devenu un État non plus seulement voyou, mais un État délinquant qui délibérément décide d'enfreindre toutes les lois, tous les traités et tous les droits par opportunisme, par pur opportunisme et par volonté de violer et de surprendre les voix les plus discordantes et dissonantes. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce que cela m'inspire, c'est que, vous savez, et peu de nos concitoyens le savent, il y a entre le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana un traité d'entraide et de coopération judiciaire qui prévoit notamment les possibilités d'extradition. Si le citoyen Steve Amoussou s'était porté l'auteur ou s'était porté prévenu d'une situation ou d'une infraction, le Bénin avait la possibilité d'ouvrir une enquête préliminaire, d'ouvrir même une instruction judiciaire, et dans le cadre de cette enquête ou de cette instruction, pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction, de solliciter, d'émettre ce qu'on appelle d'abord un mandat d'arrêt international et de solliciter les autorités judiciaires togolaises pour que ces autorités judiciaires togolaises mettent en branle ce traité qui a été signé, tenez-vous bien, dans les années 80 entre les républiques concernées et qui existe toujours puisqu'il n'a jamais été abrogé et n'a jamais été retiré du droit international de ces 4 États. Donc le Bénin avait la possibilité, si une enquête était ouverte, si une instruction était ouverte et que des plaintes avaient été déposées contre un citoyen, le Bénin avait la possibilité de saisir les autorités judiciaires et étatiques togolaises pour que celles-ci interpellent et s'assurent de ce que lorsque ce citoyen aura été remis au Bénin, ses droits seront respectés et que sa protection sera assurée dans le cadre d'une procédure judiciaire équitable respectant les droits de la défense. Là, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a eu en l'occurrence? C'est une intervention d'opportunisme, une intervention décidée probablement à la va-vite parce qu'une information est parvenue au service secret, qui n'a mis en jeu aucune machine et aucun mécanisme officiel étatique, ni judiciaire, ni étatique, ni diplomatique. On a 4 individus qui se sont déplacés en voiture, dit-on, officielle au Togo pour interpeller, kidnapper, enlever un citoyen qu'ils ont par ailleurs, sur lequel ils ont exercé des violences, qu'ils ont privé de sa liberté, de ses droits, et
pour une raison dont on apprendra quelques jours plus tard quelques semaines plus tard que c'était de faux arguments. On a des gens qui se sont donc déplacés sur le territoire togolais pour aller interpeller un concitoyen, l'enlever et, dit-on, le remettre aux autorités béninoises. Ce qui se passe en réalité, c'est que cet acte est un enlèvement. Cet acte est une violation des droits de Steve Amoussou. Cet acte est une violation du territoire togolais. Cet acte a été commis par des gens dont certains, dont au moins une personne, Jules Dossou, est un officiel béninois. En tout cas, il a été identifié par les autorités togolaises comme tel. Les noms ont été cités dans le communiqué du procureur de la République et on sait en réalité aujourd'hui que tout cela n'a pas pu être la seule et simple œuvre de ces 4 personnes. Tout cela a été clairement commandité, demandé et exigé au plus haut niveau de l'administration et de la politique béninoise. Donc, ce que cela m'inspire, et pour en répondre à votre question, le Bénin non seulement a violé les droits de Steve Amoussou, le Bénin a violé le traité qui le lie au Togo, au Ghana et au Nigeria, et le Bénin a violé la souveraineté du territoire togolais. Et c'est ce qui explique la sévérité du communiqué de presse du Togo, qui est venu, et je le répète, c'est assez important pour le souligner, plusieurs semaines après l'enlèvement, parce que les autorités togolaises, à mon sens, ont pris le temps de réfléchir et d'investiguer sur ce qui s'est passé, et si elles ont émis ces noms et que probablement des mandats d'arrêt ont été mis contre ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont l'assurance de ce que ces personnes sont impliquées dans ce qui s'est passé. Alors, je suis comme vous, Jules Jossou, lorsque j'ai vu qu'une telle chose avait pu être perpétrée par nos autorités béninoises, je me suis posé la même question et je pense qu'il y a 2 niveaux de réflexion. Le premier, c'est à la fois le désespoir et l'opportunisme. Le désespoir, c'est que ce qui est reproché à Steve Amoussou, et on le sait, depuis que le procureur spécial près la Criette l'a mise en examen, ce qui est reproché à Steve Amoussou, en réalité, c'est d'être prétendument le frère Ronvi. Frère Ronvi dont on sait l'impact, la résonance des déclarations, des révélations et de ces chroniques qui mettent à nu les dérives de ce pouvoir. Et lorsque je suis comme vous dans la situation où j'analyse et j'examine cette situation, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont réagi, je dirais, par opportunisme et de manière un peu grégaire, sans véritablement réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une information des services secrets, et en l'absence d'informations et d'enquête préliminaire, il s'est passé ce qui s'est passé, et on a décidé à la va-vite, sans même réfléchir aux conséquences, et d'aller sur le territoire togolais pour interpeller, kidnapper et enlever un concitoyen. Et le second ressort sur lequel je pense il faut s'appuyer pour essayer de comprendre cette situation, c'est que les autorités béninoises ont dû se pencher sur le traité de coopération et sur l'extradition entre le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana, et elles se sont aperçues de ce que ce traité interdit toute extradition pour des faits de nature politique. Et comme vous le voyez, les faits qui sont reprochés à Frère Ronvi, même s'ils relèvent d'un code pénal béninois, même s'ils relèvent de dispositions pénales applicables, sont des faits de nature éminemment politique. On lui reproche quoi? On lui reproche ses prises de position contre le pouvoir politique, on lui reproche ses prises de position
contre les dérives de ce pouvoir et contre les excès devenus totalement incontrôlables d'un pouvoir qui est lui-même complètement sans la moindre limite. Et donc, en réalité, le Bénin a réfléchi, les autorités béninoises ont réfléchi, et à mon sens, elles ont dû se décider à agir de cette manière-là, parce que l'un dans l'autre, elles risquaient de se voir opposer un refus d'extradition de la part des autorités togolaises. Et lorsqu'on sait que les relations entre le Togo et le Bénin, comme les relations entre le Bénin et le Niger, comme les relations entre le Bénin et le Nigeria sont extrêmement refroidies depuis la prise de pouvoir du président Patrice Talon, on imagine à peu près les motivations de cet acte, je le répète, ignoble. Eh ben, c'est intéressant que vous posiez ces questions-là parce que il a fallu attendre plusieurs semaines avant d'entendre la version du régime béninois. On l'a entendu en deux temps, si vous pouvez me permettre cette perfidie. On l'a entendu d'abord dans le procès totalement loufoque et la parodie de procès qu'il y a eu à la Criette il y a quelques jours entre Steve Amoussou et deux de ces kidnappeurs, de ces preneurs d'otages, le troisième étant étrangement cité comme simplement témoin, même si à la fin il aurait été relaxé, alors qu'on ne peut pas être relaxé si on n'est pas poursuivi, mais bon, ça c'est encore une des énigmes de la justice béninoise. Ça c'est j'ai envie de dire l'histoire qu'on veut nous vendre. En réalité, vous me demandez la suite des événements. Lorsque vous êtes enlevé, lorsque vous êtes privé de votre liberté, lorsque cet enlèvement est crapuleux, lorsque cet enlèvement n'est justifié par aucun motif juridique, judiciaire ou de nature juridique, eh bien ceux qui se rendent bénéficiaires de cet enlèvement, c'est-à-dire le procureur spécial près la Criette, l'État béninois, sont de facto des receleurs d'un crime. Le crime d'enlèvement est puni tant au Togo qu'au Bénin. C'est ce qui explique que les autorités togolaises aient émis des mandats d'arrêt à l'international contre les personnes nommément citées dans leur communiqué, ce qui veut dire que découlant d'un recel de crimes, la procédure pénale engagée à l'encontre de Steve Amoussou est de légué et de facto nulle et non avenue, elle est irrégulière. La suite logique des choses, c'est que Steve Amoussou, non seulement doit être mis en liberté, libéré, mais en plus, l'État béninois doit lui verser une juste indemnisation et une juste réparation des préjudices qu'il a subis à la fois de cet enlèvement crapuleux, mais également d'une détention qui est devenue illégale, injustifiée et arbitraire. Mais là, en l'occurrence, ce que nous dit cette procédure, et là, ça devient totalement fou, c'est que les autorités béninoises de retour de leurs vacances, puisque au Bénin, on a un gouvernement qui part en vacances, ça ne se voit nulle part ailleurs. On a un gouvernement qui peut prendre un mois de vacances et qui décide que pendant un mois, l'État s'arrête. Il y a plus, on ne répond plus à rien, on ne discute plus de rien et personne ne vient questionner personne sur des choses, y compris les plus graves, comme cette situation. Et ce communiqué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lomé est venu pendant cette période de vacances. Et il a fallu attendre le retour aux affaires de notre cher régime pour entendre deux versions. La première, c'est ce procès dont on va parler dans quelques minutes. Et la deuxième, ce sont les déclarations totalement hallucinantes du porte-parole du gouvernement qui est venu tenter de se justifier en nous expliquant que la justice béninoise est sincère et transparente et qu'il faut la croire. Donc aujourd'hui, vous me posez la question de savoir quelles sont les conséquences de cet enlèvement sur la situation et sur le cas de Steve Amoussou. Je vous le dis. La procédure est viciée, les droits de Steve Amoussou ont été violés, la procédure recèle, et c'est le cas de le dire, révèle et découle d'un recel de crimes. L'État béninois se rend receleur d'un recel de crime, la justice béninoise se rend receleuse d'un recel de crime, la Criette, si jamais elle osait
poursuivre Steve Amoussou et le condamner alors qu'il est victime d'un recel de crime et que ses droits de la défense et que la procédure a été violée, la criette se rendrait elle-même l'auteur d'un crime et d'une violation de ses droits. Et vous me direz, c'est pas la première fois qu'elle le fera. Ça, c'est une question que vous posez avec un sourire qui me fait moi-même sourire parce que cette histoire, même mes enfants ne n'y croiraient pas. Cette histoire, même les plus petits béninois aujourd'hui n'y croiraient pas. En réalité, on nous vend un scénario qui a été, une fois de plus, mais comme l'enlèvement lui-même, qui a été monté à la va-vite et qui a été monté dans la précipitation pour nous faire croire à une version qui serait celle selon laquelle tout cela ne serait qu'un litige, que les conséquences d'un litige d'ordre privé. J'ai été comme vous, Jules Dossou, frappé de voir combien ce régime s'évertue, depuis qu'il est au pouvoir, à nous insulter. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois qu'il pose un acte, tant à l'intérieur qu'à l'international, ils insultent mon intelligence. Ils insultent notre intelligence collective. Et Dieu sait que les Béninois sont des gens compétents, sont des gens cultivés, sont des gens intelligents. Et ce régime s'évertue à à chacun de ces actes, à nous renvoyer l'idée, l'image de ce que nous serions des perdreaux de l'année et que nous serions suffisamment naïfs pour croire à cette version. Mais enfin, qui peut sérieusement dire aux Béninois aujourd'hui qu'un sombre individu localisé je crois c'est en Malaisie, d'après ce qu'ils nous ont dit, en Indonésie, du côté de Jakarta, aurait mandaté un autre individu qui n'a aucune qualité, qui n'est pas officier de justice, qui n'est pas huissier de justice, qui n'est pas avocat, qui n'a aucune forme de qualité pour lui dire que tel individu prétendument localisé à Lomé, lui devrait une somme de 10 millions sur la seule fois, Steve Jossou, d'un virement vocal. Alors ça, c'est des choses, quand on sait ce qu'est devenu le simple transfert d'argent à Cotonou aujourd'hui, quand on vous dit que on peut envoyer 10 millions de francs CFA par virement vocal, vous me donnerez le nom de cette banque-là, je vais bien le faire tous les jours pour qu'on soit clair. Non, tout cela n'est pas très sérieux. Donc, cet individu, un certain Haï, envoie un autre individu ou deux de ses comparses à Lomé pour aller lui régler un problème d'argent, sans avoir saisi la justice togolaise, sans avoir saisi la justice béninoise. Comment sait-il où vit Steve Amoussou? Comment sait-il les conditions dans lesquelles Steve Amoussou, vit de l'autre côté? Donc cet individu aurait donc mandaté les officiers et les huissiers de circonstance qui seraient allés kidnapper Steve Amoussou du côté de Lomé et aurait donc remis Steve Amoussou à la justice béninoise qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une dette civile ou d'un procès civil et qui donc le remettrait non pas à un simple officier du côté de Ilakondi ou de Godomé, mais non, on va le remettre à l'OCRC de mémoire sur les conseils de monsieur Médégan Fagla. Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela n'est pas sérieux. On voit très bien que c'est encore un mauvais scénario de série B qui tentent de nous raconter parce qu'ils sont aux abois, parce que ce régime est totalement perdu et a compris que la seule façon pour lui de s'en sortir, c'était de présenter une histoire et une façade. Et tout cela, ce ne sont que je dirais que des mirages. En réalité, ils pensent pouvoir faire deux choses en faisant cela. Raconter leur version pour contrecarrer la version du Togo. Et ils pensent aussi pouvoir faire échapper les trois personnes identifiées comme telles au mandat d'arrêt émis par la République togolaise, mais ils se trompent en réalité. Parce que le procès, le faux procès, il faut l'appeler tel qu'il est, ce n'est pas parce que Steve Amoussou a déposé plainte contre ses agresseurs que ces agresseurs doivent être jugés dans de telles conditions. Je ne sais même pas s'ils ont été entendus, Jules Jossou. On ne sait même pas si, entre le moment où Steve Amoussou dépose plainte contre ses agresseurs, 4 personnes, il a déposé plainte contre 4 personnes, dont monsieur Médégan Fagla, d'accord Monsieur Médégan Fagla, étonnamment, alors que Steve Amoussou l'identifie comme étant l'un de ses ravisseurs,
M. Mélégan Fagla n'est jamais cité comme prévenu, mais simplement comme témoin dans l'affaire, et il vient nous raconter une version que même son propre enfant ne croirait pas, en disant qu'on l'aurait appelé depuis la frontière togolaise pour lui demander à qui remettre Monsieur Steve Amoussou, alors que non, tout cela n'est pas très sérieux. En fait, c'est pour ça que je vous le dis, et je le dis avec gravité, je me sens insulté parce que cette version-là n'est pas bonne, parce que cette version-là donne une triste image de notre pays, et que nous nous trouvons face là à une situation qui est extrêmement grave. Je ne sais pas si nos autorités béninoises voient la gravité de la situation, mais nous venons une fois de plus de nous mettre à dos un de nos voisins. Nous venons une fois de plus de prouver à la communauté internationale que le Bénin n'était plus un État de droit, mais un État de non-droit, un État d'exception. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On divertit tout le monde, on amuse la galerie avec un procès en plus qui a été mené tambour battant en moins d'une semaine, avec une audience qui a duré une journée. Et quand vous regardez les peines qui ont été prononcées à l'encontre de ces personnes-là, ça vous fait sourire parce que c'est des peines qui sont d'une rare complaisance et d'une rare magnanimité pour la criette qui nous avait habitués à taper dans le haut du plafond concernant les peines criminelles. Lorsque des gens risquaient entre 5 et 10 ans d'emprisonnement, on leur donne à peine 24 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec 12 mois ferme. Tout cela n'est pas très sérieux et personne n'y croit, même pas eux, même pas eux. Frère Rouvi est un alias. En anglais, vous dites souvent also known as AK. C'est un alias, c'est une sorte de pseudonyme, c'est une sorte de sobriquet que un personnage s'est donné pour vilipender et critiquer la gestion et le régime béninois. Steve Amoussou, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas être frère Ronvi, sauf à ce que les autorités béninoises, la justice béninoise, aient démontré que par des éléments de preuve, autrement que par de simples audios, parce que lorsque je ferai un effort moi-même de voix, un effort vocal, je peux très bien imiter l'accent de Steve, de frère Ronvi en réalité. Donc quand on regarde un peu la situation, il faut d'abord se demander deux choses. La première, c'est est-ce qu'avant l'interpellation, le kidnapping et l'enlèvement de Steve Amoussou au Togo, est-ce qu'une instruction, est-ce qu'une enquête préliminaire était ouverte à l'encontre de Steve Amoussou? Frère Onvi n'existe nulle part. Frère Onvi n'est pas un élément, n'est le patronyme de personne. Frère Onvi n'a pas été enregistré à l'état civil béninois en 1970 ou en 1980 ou 1990. Frère Onvi est un pseudonyme que quelqu'un s'est donné. Donc, lorsque la justice béninoise profite d'un crime et qu'elle est receleuse d'un crime, la justice béninoise doit démontrer qu'avant le recel de ce crime, une instruction, une enquête préliminaire avait été ouverte contre Steve Amoussou. Pas contre Frère Onvi, Frère Onvi n'existe pas. Ça, c'est le premier palier que la justice béninoise doit pouvoir démontrer. Et en l'occurrence, je défie le procureur spécial près la Criette de démontrer qu'une plainte avait été déposée antérieurement à l'enlèvement de Steve Amoussou. Je défie le procureur spécial près la Criette de nous démontrer qu'une enquête préliminaire avait été ouverte et qu'une instruction avait été ouverte et qu'un mandat d'arrêt avait été mis contre le sieur Steve Amoussou. À partir du moment où Steve Amoussou est enlevé, kidnappé et qu'il est l'otage de 4 personnes qui viennent le remettre à la justice béninoise doit démontrer qu'elle est en droit de recevoir le crime et le recel de ce crime, première chose. La justice béninoise doit démontrer ensuite quel est le lien entre Steve Amoussou, qui n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit, et le frère Ronvi, qui lui-même, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit, en tout cas, pas que je sache, Jules Diossou, depuis qu'il fait ses chroniques à l'international, ces chroniques qui font trembler le cœur du pouvoir et du régime béninois. Donc, en réalité, la conclusion, c'est que la précipitation avec laquelle cet enlèvement, le recel de crimes, le faux procès et le procès à venir sont organisés ne doivent conduire qu'à une seule chose,
la liberté pour Steve Amoussou. La justice béninoise sortirait, je dirais, rhabillée, sortirait lavée de tout soupçon si, dans un sursaut de retour aux principes élémentaires du droit pénal, la criette décidait que rien ne pouvait être tenu contre un Steve Amoussou, un citoyen, un concitoyen qui a été enlevé alors qu'il vivait paisiblement au Togo, contre ses droits, dans la violation de ses droits, et qu'on vient remettre à une police qui, depuis ce jour-là, et pour aller jusqu'au bout, Steve Amoussou, Jules Jossou, pour aller jusqu'au bout de la logique, l'officier qui a réceptionné Steve Amoussou, son supérieur, le commissaire, le directeur de la police républicaine et toute la chaîne, toute la hiérarchie doit être démise de ses fonctions dès lors qu'ils se rendent aujourd'hui les auteurs d'un recel de crimes. C'est extrêmement grave. Et avec cela, la criette va mener un procès et nous faire croire, à vous, à moi, aux Béninois, que la justice béninoise est indépendante. Personne n'y croit.